Merci à Quentin pour l'invitation en premier lieu, et merci aux participants aussi, à monsieur l'abbé de paroisse et aux participants, puisqu'il faut quand même qu'il y ait des gens face à moi pour pouvoir donner une conférence. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et de la Nativité et celle du Nouvel An, puisqu'on est à la mi-janvier. Et pour aujourd'hui, je vous ai préparé une conférence, je dirais simple de compréhension, pour que ce soit accessible à tous. C'est pas tout le monde qui connaît le sujet d'aujourd'hui, sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Et donc nous allons le voir au travers de son histoire, de sa méthode d'action, qu'est-ce qu'elle a pu faire à travers l'histoire, sa structure, comment est-elle organisée, modèle philosophique, etc. pour voir un peu, faire un tour d'horizon, disons. Donc en premier lieu, évidemment, l'origine historique. Elle est née en Angleterre en 1717, c'est la création officielle, lors d'une journée qui s'est passée à la taverne du Pommier, le 24 juin 1717 pour être plus précis, et c'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est que les francs-maçons, pour rassurer la société chrétienne d'époque, reprenaient une symbolique chrétienne. Ça affolait moins le peuple qui était très chrétien forcément. Et donc, ils reprennent le symbole de Saint-Jean-Baptiste pour la symbolique de la lumière, mais en y substituant toujours leur conception. Pour eux, c'est le jour du solstice d'été. Donc on voit déjà qu'ils ont ce genre de méthode pour se cacher un minimum. Et puis vous pouvez voir que la naissance s'est faite dans la taverne du Pommier, donc symbolique allusion à la pomme là aussi. Les lieux les noms ne sont jamais choisis par hasard. Ça fait référence à Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. Et lors de cette journée, il y eut la réunion de 4 loges différentes. Donc ça veut dire que la franc-maçonnerie était non officielle, mais existait bien avant, puisqu'il y avait déjà 4 loges. Elles se sont simplement réunies, et 3 des acteurs premiers sont 3 hommes d'origine protestante. Vous avez Anderson, Desaguliers et Payne. Et les 2 premiers, Anderson et Desaguliers, ont été même des ministres protestants dans leur pays, en Angleterre. Et ce n'est pas étonnant que les protestants prennent une grande part dans la démarche maçonnique à sa création, puisqu'il y a en maçonnerie la libre pensée qui est revendiquée, comme les protestants ont le libre examen. Donc simplement les francs-maçons, eux, peuvent s'affranchir de la Bible, mais il y a quand même une conception individuelle et individualiste qui règne dans leur philosophie, où le protestant interprète la Bible tout un chacun comme il le souhaite. Et les francs-maçons, eux, c'est la libre pensée, donc s'affranchir même de la religion, entre autres. Et ça avait commencé, les protestants, avec Wycliffe. Bon, il y a eu Erasme, avant les Luther et Martin, avec Wycliffe qui voulait la traduction des Bibles en langue nationale. Ce qui fait que les chrétiens n'avaient plus besoin de passer par l'intermédiaire du prêtre, qui seul, lui, connaissait très bien le latin et pouvait vous donner la bonne signification. Mais il fallait traduire du latin en français, allemand, etc. Donc tout un chacun pouvait effectivement analyser la Bible selon lui-même, sans la bonne doctrine catholique, à cause de cette directive qui a été donnée par Wycliffe. Donc c'est toujours intéressant de traiter du protestantisme, pas seulement, mais on va y venir, avant la franc-maçonnerie, parce que libre examen et libre pensée, il n'y a qu'un pas finalement. Et l'abbé Emmanuel Barbier, toujours sur l'origine historique, dans son livre « Les infiltrations maçonniques dans l'Église », écrivait « L'Assemblée accepta à l'unanimité cette fusion et la franc-maçonnerie naquit de cette acceptation. La Société alchimique des Rosicruciens, donc on voit là encore une autre structure qui était à l'origine de la franc-maçonnerie, la Fraternité des libres maçons et la Fraternité des maçons libres et acceptés disparurent pour toujours, et la franc-maçonnerie
Et là, leur réflexion, il la livre, c'est un document d'époque qui livre. La franc-maçonnerie, foyer du gnosticisme pur, s'éleva en face de l'église romaine, foyer du gnosticisme faussé et corrompu. Donc on voit dès l'origine que la franc-maçonnerie est anti-catholique et qu'elle prétend détenir une vérité contre l'église. Et sur le gnosticisme, on y reviendra, la gnose est un rite secret, si vous voulez. Les francs-maçons aussi revendiquent différentes sources historiques. Bon, ça, si vous vous penchez sur le sujet, vous le verrez. Ils revendiquent l'appartenance des Templiers, le paganisme des Romains et des Égyptiens, les bâtisseurs de cathédrales aussi. Ils essayent de se donner une origine opérative de maçon, entre guillemets, maçon comme métier. Mais là aussi, pour rassurer la façade, il y a la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. Nous allons voir ça dans l'organisation. La constitution d'Anderson, donc c'est celle qui vraiment constitue la franc-maçonnerie en 1723, officiellement, elle se rapporte au Talmud, au texte judaïque, donc même pas le Pentateuque, mais vraiment la pensée rabbinique, et avec une conception personnelle du noachisme. Vous avez un élément judaïque en plus de l'élément protestant, et dans cette première dans cette première création de franc-maçonnerie officielle, vous avez d'ailleurs comme le grand maître, le tout premier grand maître de cette loge s'appelait Anthony Sayer, donc un homme d'origine juive. Et là aussi, s'il est fait référence à Dieu ou une symbolique chrétienne, ils ne sont pas chrétiens, ils sont simplement déistes. À l'époque, ils affirmaient quand même que Dieu existait, mais pas de doctrine définie, pas de définition donnée. C'est comme les protestants, chacun peut y mettre son interprétation. Et puisque j'ai dit qu'elle agissait en secret et qu'elle se faisait des faux visages, l'objection qui peut arriver en premier lieu, c'est comment peut-on la connaître, cette franc-maçonnerie, si elle se cache un minimum? Eh bien, on peut la connaître en étudiant les documents maçonniques, donc les documents qui ont été en loge, ou même des historiens francs-maçons, tout simplement. Étudier les révélations qui sont faites d'anciens francs-maçons, en second lieu, c'est-à-dire des gens qui étaient en franc-maçonnerie et qui, par certains aspects qui les dérangeaient, notamment de domination occulte, ont fini par la quitter pour la dénoncer, et dans tous ces rouages. Vous avez l'exemple de Joseph de Metz, par exemple. Troisième point, c'est qu'on peut le savoir par différentes saisies qui ont été opérées. Quand la franc-maçonnerie est née, à part en Angleterre, ça donnait à toute une série de réactions en Europe par les monarchies très chrétiennes. Donc vous avez eu des premières perquisitions qui ont été faites par Louis XV, ça j'en parlerai. Et plus récemment, plus proche de nous, par les régimes nationalistes du XXe siècle. Pour donner le cas de la France, sous Pétain par exemple, il y avait des cadres qui veillaient à la reconstitution maçonnique de la franc-maçonnerie qui avait été dissoute, et il y eut des perquisitions là aussi, où sur base de documents, on a pu connaître ce qu'était la structure. Bonsoir. Je vous asseoir au premier rang. Et quatrième point, pour connaître ce qu'est la franc-maçonnerie, un truc tout simple, c'est de voir le travail révolutionnaire d'évolution de la société, entre guillemets, à travers les nouvelles lois qui ont été établies, toujours contre la société chrétienne, depuis 1789, sinon 1717, la création. Maintenant, pour voir sa structure et son organisation, je vais faire parler un grand spécialiste de la franc-maçonnerie que vous connaissez peut-être, c'est le vicomte Léon de Poncin. Dans son livre « La franc-maçonnerie contre la France », il donnait cette définition et qui vraiment faut assimiler pour comprendre comment elle est structurée. La franc-maçonnerie est une superposition de sociétés secrètes, dans laquelle chaque grade connaît l'existence et les secrets de son groupe, et des groupes inférieurs, mais ignore ce qui se trame et se décide dans le groupe immédiatement supérieur. C'est en fait une société, malgré l'égalitarisme philosophique qui y règne, est très très hiérarchisée entre loges, où une loge de grade juste supérieur domine celle en dessous, et pareil pour les initiés, où le grand maître est au-dessus d'un autre, qui est au-dessus d'un autre, etc., etc. L'initiation se fait étape par étape. La structure des degrés, et cela c'est ce qui est donné par Albert Lantoine, justement un historien franc-maçon, pour vous faire un rapide panorama, disons, des degrés qu'il y a. Il y a du 1er au 18e degré, ce sont des grades symboliques, donc là ce ne sera jamais des francs-maçons qui dominent la franc-maçonnerie, qui savent vraiment les rouages
et les interprétations qu'il peut y avoir au-dessus d'eux. C'est vraiment la base. Comme dans un mouvement politique, vous avez la base, quoi, les militants, les colleurs d'affiches, et là vous avez ceux qui ont un projet et qui savent ce qu'ils veulent. Du 19e au 30e, ce sont les grades philosophiques, donc là plus intellectuels, et du 31e au 33e degré maçonnique, là c'est les grades administratifs, c'est ceux qui gèrent la franc-maçonnerie, du moins officiellement. Donc la maçonnerie opérative, d'une part, c'est la base, les bâtisseurs de cathédrales, entre guillemets, les maçons de bas grade, des groupes philosophiques qui ne dirigent pas la franc-maçonnerie, qui est une composante qui peut bénéficier en fait de journées mondaines. Dès l'origine, ça a été ça. C'est pour ça que vous avez de grands hommes qui ont intégré la maçonnerie sans connaître vraiment les rouages, comme des musiciens Mozart, Amadeus Mozart ou Beethoven. C'était des francs-maçons. Ils ne devaient certainement pas la diriger, mais ça permettait d'avoir des relations internationales, d'être invités dans des banquets, de pouvoir jouer leur musique dans des banquets, etc. Donc ils ont profité de la chose qui, en plus d'être comme ça, peut-être une résurgence des corps intermédiaires. Et là, c'est un aspect très intéressant, c'est que les corps intermédiaires, après la monarchie, ont été abolis. Vous savez, c'est la structure professionnelle, chaque filière de métier s'organise en groupe et défend ses intérêts. Dans chaque région, localement, ça se passait comme ça. Eh bien, ça a été aboli par la loi d'Isaac le Chapelier, qui lui aussi était un initié. Donc là, on voit la maçonnerie opérative, qui est une sorte de résurgence des corps intermédiaires. Ils profitent de ces aspects, mais qui l'ont eux-mêmes supprimé en 1791, le 14 juin plus précisément. Ce qui a nui directement à la condition paysanne. Vous avez un livre qui est intéressant sur le sujet, c'est Le coût de la Révolution française de René Sédillot, qui retrace qu'est-ce que ça a coûté, pas seulement financièrement, d'ailleurs aussi en sang, parce que les massacres, je vais traiter de cette partie au travers de l'histoire de France, ou certains passages, mais vraiment tout ce que ça a pu coûter depuis. Et bon, c'était une loi donc très injuste, où la justice, on peut dire qu'il y en a eu une quand la machine révolutionnaire qui s'est enclenchée a fait guillotiner d'innombrables gens de leur camp aussi. Les francs-maçons se sont guillotinés les uns les autres, et Isaac le Chapelier y est passé en 1994. Donc maçonnerie opérative, c'est celle vraiment officielle, et celle spéculative, donc composée des 33e degrés ou au-delà. Le relais du pouvoir maçonnique, puisqu'il y a toujours une directive qui part de quelque part. Vous avez eu au XVIIIe siècle ce qu'on appelle les Illuminati, c'est les Illuminés en Bavière en fait, fondés par Adam Weishaupt. Au XIXe siècle, ce que l'on retrace, c'est que historiquement c'est la haute vente italienne qui a pu être exportée à travers les épopées napoléoniennes et sous Napoléon III aussi. Qui a été vraiment le relais du pouvoir maçonnique, la haute vente la plus puissante de toutes, avec tous ses enseignements, et j'en citerai un qui est, ne pas piquer des hannetons d'ailleurs. Et au XXe siècle, c'est le palladisme d'Albert Pike, un grand initié luciférien, j'en citerai un texte aussi. Et le palladisme peut être connu au travers de Diana Vaughan, qui est une fille de palladiste elle-même en fait. Son père en était, et elle a fini par le dénoncer, en sortir et le dénoncer. Vous avez aussi différents types de loges, c'est là où c'est très compliqué de dire la franc-maçonnerie, pour en parler. C'est presque les francs-maçonneries, tellement il y a d'émanations et de différences à faire. Vous avez la loge bleue, bon là c'est vraiment les choses mondaines, de discussions philosophiques, où on parle de Socrate ou ce genre de choses. Socrate parlait déjà de république universelle dans ses livres, qui est une notion qui les intéresse. Il y a l'Oteo, l'Ordo Templis Orientis. Alors là, c'est carrément, ça part dans les décors, c'est orienté par Aleister Crowley, homosexuel philosophique. Donc si vous voulez, comme vous avez des lobbies gays aujourd'hui, là c'était vraiment des trucs sexuels ultra déviants, etc. Une loge qui existe toujours. Vous avez, pour traiter d'un autre exemple, Nebrit. Là, c'est une loge maçonnique née aux États-Unis et uniquement réservée aux juifs. Si vous êtes un non-juif, vous n'avez pas le droit d'entrer. Donc ça fait juif et franc-maçon à la fois, qui agit un peu comme le CRIF d'ailleurs, par structure interposée, et évidemment ultrationniste pour l'État juif en Palestine. Vous avez l'église de Scientologie, ou la dite église de Scientologie, là aussi émanation de la franc-maçonnerie. Si vous vous intéressez au nouvel âge, ce qu'on appelle en anglais le New Age, c'est vraiment leur philosophie aussi, mais
avec des nuances, les extraterrestres gouvernent le monde, il y a un nouvel ordre mondial intergalactique, etc. Donc vous voyez comment c'est franchement diversifié et on peut aller très loin. Il y a la trilatérale, là c'est pas philosophique, c'est plus économique, fondée, bon, c'est évidemment maçonnique quand on voit que le logo est une pyramide, c'est comme la croix, quand vous voyez une croix, vous lui dites c'est chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, bah là la pyramide c'est vraiment leur symbole premier. Et d'ailleurs fondé, c'est un numéro du Figaro qui retraçait la chose quand ça a été créé, début 90, je ne me souviens plus exactement, fondé par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski. Donc vous voyez, deux hauts initiés qui ont mis en place la trilatérale pour le commerce transnational. Voici pour traiter de la diversité qui peut régner dans la franc-maçonnerie, les francs-maçonneries, ses émanations, etc. Donc son organisation. La philosophie est progressivement révélée. Vous avez le rationalisme qui est officiel, la maçonnerie opérative, les bas grades, et l'occultisme pour la maçonnerie spéculative des hauts grades. Donc philosophiquement, le rationalisme, c'est le libéralisme, le capitalisme, matérialisme, individualisme, humanisme, tout ça, ça vient de Michel Barouin, là pour traiter du cas de l'humanisme et de cette philosophie centrée sur l'homme et non plus sur Dieu comme c'était dans les temps anciens ou instaurée par l'Église. Michel Barouin, ancien grand maître du Grand Orient, à l'émission Radio France du 4 février 1979, disait « L'homme est le point de départ de toute connaissance, il est sa propre source et sa propre référence. » Vous voyez, une négation des droits divins. Et l'occultisme, là par contre, c'est relatif à l'ésotérisme, la gnose, donc bien plus secret et caché. La définition du Robert pour l'occultisme, c'est « Il se définit comme l'ensemble des sciences occultes et des pratiques qui s'y rattachent ». Et là, vous avez donc les hauts grades de la maçonnerie, d'illuminisme, de gnose, et le courant issu de la Kabbale juive. Donc maintenant, on va traiter directement de la filiation juive en franc-maçonnerie, et après celle protestante, qui est prouvable très facilement à coup de citation. Le courant nommé gnose, donc, ce qu'en disait le nouveau standard de l'encyclopédie juive. La Kabbale est le courant religieux mystique du judaïsme. Voilà comment il a été défini. Arthur Weitz, là un franc-maçon, il écrit « Il faut remarquer que lorsque l'on passe d'un grade à l'autre, en s'élevant dans l'échelle des grades, cette institution, la franc-maçonnerie, devient de plus en plus kabbalistique, donc de plus en plus basée sur la Kabbale juive. » Bernard Lazare, dans son livre L'antisémitisme, qui était un juif séfarade et qui avait rédigé cet ouvrage pour comprendre quelle était l'origine de l'antisémitisme. Il avait écrit ce passage « Il est certain qu'il y eut des juifs au berceau de la franc-maçonnerie, certains rites prouvent qu'il s'agissait de juifs kabbalistes. » Le rabbin Elie Ben-Amozeg, dans La vérité israélite, revue juive en 1861, il écrit « L'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit du judaïsme. Dans ses croyances les plus fondamentales, ce sont ses idées, c'est son langage, c'est presque son organisation. L'espérance qui éclaire et fortifie la franc-maçonnerie est celle qui éclaire et fortifie Israël. Son couronnement sera cette merveilleuse maison de prière de tous les peuples, dont Jérusalem sera le centre et le symbole triomphant. » Donc vous voyez comment c'est totalement compatible avec le messianisme des Juifs, puisque les Juifs ayant refusé le Christ attendent toujours un Messie, donc il existe un messianisme juif. Et les Juifs qui ont refusé le Christ, voilà ce qui était dit, je relate cette citation parce qu'elle est intéressante, de la conférence du 30 octobre 2013. C'est en 1717 la fondation de la franc-maçonnerie, l'ennemi avoué de l'Église catholique. La franc-maçonnerie est la juiverie pour les non-juifs. La franc-maçonnerie est une création des Juifs qui sont depuis 2000 ans les ennemis de l'Église. Ils en veulent depuis toujours à notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a enlevé leur situation privilégiée d'être la race élue. Là où le peuple élu était simplement le peuple israélite, après la venue du Christ, c'était chaque homme qui se baptisait et mourait en état de grâce. Donc la franc-maçonnerie est une structure accessible aux non-juifs pour un peu adhérer à leur philosophie et leur combat. Et comment parler bien évidemment de la franc-maçonnerie sans traiter de l'aspect luciférien des hauts grades. Et des hauts grades, je souligne bien, ça veut dire que les petits francs-maçons ne sont pas des foufous comme les autres. Albert Pike, qui était d'ailleurs, pour le présenter brièvement, un général anglais qui avait participé à l'extermination des Indiens d'Amérique,
l'idée des couvertures remplies de typhus, etc. Il en est un des protagonistes. Il a été un des cadres du Ku Klux Klan aussi. Comme quoi, là où, quand on dit que c'est protestant, très chrétien, assez nationaliste, etc., il y a des aspects ésotériques dans le Ku Klux Klan et raciste primaire qui émanent plutôt de ces gens-là. Dans son livre Morals and Dogma, donc un gros pavé de 600-700 pages s'il en est, il écrivait ceci, je vous cite 2 passages. Apologie de Lucifer, évidemment. Lucifer, le fils de l'aurore, est-ce lui qui porte la lumière et avec ses splendeurs stores intolérables, âme faible, sensuelle ou égoïste? N'en doutez pas. Et en page 102, le vrai nom de Satan, les kabbalistes disent, est celle de Yahvé inversé, car Satan n'est pas un dieu noir, mais la négation de Dieu. Le diable est la personnification de l'athéisme ou l'idolâtrie. Pour les initiés, ce n'est pas une personne, mais une force, créée pour le bien, Satan, mais qui peut servir pour le mal, et l'instrument de la liberté ou le libre arbitre. Donc voilà, le diable serait l'apôtre de l'athéisme, il devient bon et il faut qu'il prenne la place de Dieu, selon ses déclarations. Donc maintenant, pour voir la méthode d'action et ce qu'a pu faire la franc-maçonnerie à travers l'histoire, nous allons voir plus précisément au travers du cas français, puisqu'elle a été exportée très rapidement, la franc-maçonnerie, dès 1725, sur le territoire français. C'est ce qui est rapporté par le discours tenu le 16 juillet 1889 à l'occasion du Congrès maçonnique international. Il est même sorti une petite plaquette de ce discours retranscrit en texte. Donc sous la monarchie de droit divin en premier lieu. Sous Louis XV, il faut savoir qu'il avait pris connaissance de ces agissements maçonniques et il avait agi. Il a fait interdire aux maçons de se rassembler en 1737, c'est-à-dire que c'est la toute première réaction et même un an avant celle du pape, que je citerai après coup. Barbier, avocat du Parlement de Paris, dans les chroniques de la Régence et du règne de Louis XV, écrivait « Nos seigneurs de la cour ont inventé tout récemment un ordre appelé les Freemasons. » Bon, c'est Freemason, parce qu'en anglais on dit que ça comme ça veut dire libre maçon, et en français on a traduit franc-maçon. À l'exemple de l'Angleterre, dans cet ordre étaient enrôlés quelques-uns de nos secrétaires d'État et plusieurs ducs et seigneurs. Donc vous voyez comment la hiérarchie et les souverains étaient déjà infiltrés par ces structures selon les documents d'époque. On ne sait quoi que ce soit des statuts, des règles et de l'objet de cet ordre nouveau. Ils s'assemblaient, recevaient les nouveaux chevaliers et la première règle était un secret inviolable pour tout ce qui se passait. Comme de pareilles assemblées aussi secrètes sont dangereuses dans un État étant composé de seigneurs, Monsieur le cardinal de Fleury a cru devoir étouffer cet ordre et a fait défendre à tous ces messieurs de s'assembler et de tenir de pareils chapitres. Et donc de ce texte, il ressort l'abolition des sociétés secrètes qui visait à infiltrer la haute société. Vous avez le comte de Lauragais, qui est déjà dans la cour royale, avouait même au roi qu'il partait régulièrement en Angleterre pour se former philosophiquement. Donc vous voyez comment c'était bien miné. Et le cardinal de Fleury, chargé par Louis XV de veiller sur la franc-maçonnerie, a fait faire donc de nombreuses perquisitions par la police royale de l'époque, qui était tenue par le lieutenant Hérault. Et cette politique sera conservée jusqu'à sa mort en fait. Et après sa mort, il n'y eut plus de cadre pour pouvoir permettre ce combat, pour pouvoir le continuer. Ce qui fait que Louis XV a été trahi par son entourage tout simplement. Louis XVI par contre, et là on le sait de par ses perquisitions de documents, que lui a été initié en loge. Contrairement à Louis XV qui l'a combattu, lui a laissé faire. Et Pierre Gaxot, dans la Révolution française, note sur ce roi: il est si pénétré de Fénélon et de Rousseau qu'un an après son avènement, il s'affilie à une loge maçonnique de la cour. Donc vous voyez Fénélon et Rousseau qui sont les penseurs, les Lumières, les penseurs de la Révolution. Et il a été initié dans les Frères Unis de Versailles. Vous avez tout dans le livre La maçonnerie de Philippe Loncarnessac qui retrace ces documents. Et sur la Révolution dite française de 1789, il ne faut pas dire Révolution française car les hauts cadres n'ont pas été des Français tout simplement. Vous aviez eu Cagliostro, Anarchazis Klotz, Adam Weishaupt, le Chevalier de Ramsay, qui tous étaient juifs prussiens ou anglais et tous francs-maçons. C'était les hauts cadres financiers de cette révolution en fait, qui ont permis son élaboration. Donc on va éviter de parler de révolution française, surtout quand elle a détruit notre patrimoine.
Donc une révolution intellectuelle au départ, dont ces instigateurs sont évidemment judéo-maçons, mais il y a aussi les familles protestantes qui sont revenues et ont voulu prendre leur revanche face à Richelieu et Mazarin qui les avait matés à l'époque sous Anne d'Autriche, donc lors de la Fronde. Et aussi, pas seulement les familles protestantes, mais les premiers religieux dévoyés, les premiers catholiques qui avaient donné leur aval à cette révolution. Avant même que les catholiques libéraux n'existent, disons. Vous avez les abbés Sieyès, par exemple. On peut trouver de multiples exemples comme ça d'abbés qui ont appuyé cette révolution alors qu'elle était éminemment anticatholique. Donc deux méthodes à distinguer. Il y avait cette mainmise sur l'État, mainmise sur la formation, l'éducation, et l'autre aspect qui est la violence directe. Le spécialiste Eckert appelait ça l'action pacifique et l'action guerrière. Avant 1789, la préparation idéologique des populations avec les Lumières, les intellectuels tels que Voltaire, Diderot, Montesquieu, que l'on apprend beaucoup à l'école de la République évidemment, en faisant un éloge. Et puis vous avez l'action guerrière que je vais traiter. Vous avez l'exemple aussi de Saint-Just, qui était un révolutionnaire, et qui fait élever la haine contre le roi Louis XVI, en colportant des mensonges, parce qu'ils avaient eu cette méthode, entre autres, pour pouvoir abattre la monarchie, où il écrit, et on peut retrouver ce texte dans ses œuvres complètes. En 1788, Louis XVI fit immoler par le feu, 8000 personnes de tout âge, de tout sexe dans Paris, textuellement. Et voilà l'affirmation qui circulait dans les milieux de Paris, pour élever la haine contre le roi, un mensonge, quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que pour eux, évidemment, que ce soit le pape ou le roi, même malgré ses problèmes, il faut qu'il disparaisse, parce qu'il incarne quelque chose à abattre pour eux, qui est le droit divin, tout simplement. Le pape, vicaire du Christ, et le roi, lieutenant du Christ. Donc la révolution sanguinaire. Donc je vais faire référence à la Révolution et ses débouchés de 1793 à 96 et les massacres de Vendée, entre autres. Au travers de ces quelques citations, alors il y a une chose à savoir, c'est que en 3 ans, ils ont fait officiellement de 200 à 300 000 morts quand même. Et en l'espace de 3 ans, dont 374 personnes ont été béatifiées, et vous avez dans les journaux régulièrement, ou du moins il y a quelques temps déjà, des campagnes anticatholiques primaires, comme quoi l'Inquisition était terrible, les massacres, etc. Alors l'Inquisition, ça a duré environ 2 siècles, et c'est quand même 300 morts, quelque chose comme ça. 300 morts sur 2 siècles, les révolutionnaires, et eux qui se glorifient de la révolution qui est leur symbole premier, c'est 300 000 morts ou 200 000 en l'espace de 3 ans. Donc il y a une marge, disons qu'ils ont la médaille d'or et de loin. Donc les citations. Louis-Antoine de Saint-Just, là toujours dans les œuvres complètes. Vous avez voulu une république. Si vous ne voulez point en même temps ceux qui la constituent, elle enseliverait le peuple sous ses débris. Ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé. Jean-Baptiste Carrier, dans son courrier conventionnel, il a rapporté sa mission à la Convention. Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière. Le général François-Joseph Westermann, lui aussi rendant compte de sa mission à la Convention. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Le brigand étant forcément donc le royaliste, le catholique, le contre-révolutionnaire si vous préférez. Il continue, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé, les routes sont semées de cadavres, il y en a tant que sur plusieurs points, ils font des pyramides. À compléter aussi avec cette citation, le comité a pris des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle de Vendéens. Bertrand Barrère, vous voyez comme à l'unanimité, leurs généraux, cadres, etc., lors de cette révolution sanguinaire, avaient vraiment la volonté d'extermination des révoltes populaires. C'est la promotion démocratique de l'Holocauste, notre René Cédillo dans le livre que j'ai cité précédemment, Le coup de la Révolution, qui est vraiment un livre à lire.
Il traite donc de tout, comme j'ai dit, le sang, l'économie, la condition paysanne qui a sombré, l'impact psychologique sur les populations et la destruction du patrimoine, puisque pour ne donner qu'un exemple sur Paris, les révolutionnaires ont quand même détruit, ou du moins fortement endommagé, les trois quarts des églises. Les trois quarts des églises. Comme quoi c'est vraiment luciférien, quoi. Vous pouvez retrouver ces citations dans Le nationalisme français, c'est toujours de Philippe Lampert-Dassac. Et la République maçonnique aussi continue de suivre son cours en digne héritier de 1789 durant les 5 républiques qui la constituent. Et à propos de ces massacres qui ont été glorifiés par un homme, Georges Clemenceau, voici ce qu'il déclarait à la Chambre des députés. Le 29 janvier 1891. J'approuve tout de la Révolution. J'approuve les massacres de septembre, les noyades de Nantes, les mariages républicains où les vierges accouplées à des hommes par une imagination néronienne, avant d'être jetées dans la Loire, avaient à la fois l'angoisse de la mort et la souffrance de la pudeur outragée. J'approuve les horreurs de Lyon, où l'on attachait les enfants à la gueule des canons, et les égorgements de vieillards de 90 ans et de jeunes filles à peine nubiles. Tout cela forme un bloc glorieux, et je défends qu'on y touche. Je défends que sur un théâtre qui dépend de l'État, un dramaturge illustre vienne, après plus de 100 ans révolus, prononcer une parole de pitié qui serait un outrage aux manes augustes de Robespierre et de Marat. Donc il réagissait à la tenue d'une pièce de théâtre qui dénonçait en gros les massacres de l'époque, si vous voulez. Donc vous voyez l'état d'esprit de ces fanatiques. Et pour retracer maintenant un texte de la haute vente, donc celle qui a dominé la franc-maçonnerie au XIXe siècle et qui siégeait en Italie. Et ce texte de 1819, c'est l'enseignement de la haute vente, toujours dans la même lignée. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne qui restait debout sur les ruines de Rome en serait la perpétuation plus tard. Donc vous voyez, pour eux, même un pape moderniste est à abattre parce que selon lui, c'est l'idée chrétienne qui pourra en être la perpétuation plus tard et qui de toute manière incarne le Christ, le vicaire du Christ, donc à éliminer. Jeannie Schmitt, orateur au convent de 1925, pour voir à quel point il substitue la conception et la philosophie chrétienne. L'étoile flamboyante, dont la lumière rayonne au-dessus de notre ordre, nous permettra de voir briller à sa clarté la devise éternelle que nous avons donnée à la République et au monde. Liberté, égalité, fraternité. C'est le mot d'ordre grave, révolutionnaire et hautain qui a remplacé le vieux triptyque, humble, touchant et résigné, la foi, l'espérance et la charité. Donc en deux mots, la devise catholique moyenâgeuse est substituée par la leur, et les vertus théologales qui vont avec. Et pour citer un pape, à propos de cette révolution française, dite française, et ce qu'il en pense, et qui, comme quoi, il pense comme... il dit la même chose que nos ennemis, mais simplement, il est dans notre camp. Pie IX disait « La révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. » Et je vous ai traité aussi de la revendication du paganisme dans les loges maçonniques. Vous avez une structure qui avait participé à l'élaboration du Troisième Reich hitlérien. En fait, il y avait une branche catholique d'un côté où il y avait le ministre d'État Van Papen qui, dès 1933, avait permis le concordat avec l'Église catholique. Mais vous avez différents courants. C'est comme sous Franco, vous avez le fascisme espagnol de José Antonio, vous avez la bourgeoisie catholique, les royalistes plus ou moins, etc. Eh bien, j'ai perdu le fil, je disais, sur le Troisième Reich, c'est la société de Thulé, par exemple, qui là avait des cadres maçonniques et des éléments païens. Donc vous avez dans le Troisième Reich ces deux aspects qui ont pesé sur le mouvement. Et avec le paganisme, les vertus, enfin la politique qui va avec, d'euthanasie, d'eugénisme, etc. Si la Révolution a éclaté en France, c'est un point qu'il faut remarquer, c'est justement pour détruire ce qu'elle représente. Et qu'est-ce qu'elle représente, la France, depuis sa constitution?
avec Clovis, qui avait remporté un difficile succès face aux Alamans à Tolbiac. Il avait fait la promesse de se convertir au christianisme à sa femme, Sainte Clotilde, si son Dieu lui donnait la victoire, ce qui a été le cas en 496. Et il fut ensuite baptisé par Saint Rémy et le clergé catholique des Gaules, puisque Rome et le Vatican n'étaient pas encore instaurés, avait donné tout son appui à ce roi, qui a fait de la France tout simplement la fille aînée de l'Église. Donc la chrétienté est l'élément constitutif premier de la nation franque et la nation France qui vient après, et qui a débuté avec la loi salique, qui est un texte fondateur rédigé en latin, qui a été plus ou moins remanié par Charlemagne, mais qui existait depuis Clovis. Et comme il est noté sur le site de spiritualitéchrétienne.com, cette loi restera pour l'essentiel en vigueur au royaume de France pendant 1200 ans. Et comme quoi vraiment c'est un élément constitutif premier, Clovis, et au niveau du plan divin et même d'une constitution politique de ce roi, c'est que dès 510, un an avant sa mort, Clovis avait décidé que Paris serait la capitale. L'ancien Paris évidemment, mais ce qui perdure toujours aujourd'hui. Donc c'est véritablement un héritage premier. Et une chose qu'il faut remarquer depuis la Révolution, c'est que le catholique ne peut être libéral. Le libéral, c'est vraiment toutes les vérités se valent, limite la vérité et le mensonge se vaut. Donc vous ne pouvez pas, autrement c'est troquer le Christ, c'est le vendre sur la place du marché. On ne peut que être contre-révolutionnaire, ce qui implique cette notion d'être face à 1789 et tout simplement conserver notre héritage premier. Et le transmettre bien évidemment. La persécution par les lois, puisqu'il n'y a pas eu que cette persécution sanglante, avec les lois laïcistes qui émanent toujours de la franc-maçonnerie. En 1904, vous avez eu l'affaire des fiches, où la franc-maçonnerie, et plus précisément le Grand Orient, fichait nos officiers français, ou plutôt les officiers catholiques, pour éviter de les faire monter en grade, au sein de la hiérarchie militaire. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'ils inspectaient chaque régiment pour savoir quel officier allait à la messe et avoir le plus de renseignements possible. Qui est sa femme, son nom, combien est-il d'enfants, est-ce qu'ils vont à la messe ensemble, etc., etc. Le plus possible. Et ils contactaient chaque régiment, notamment. Et vous avez le cas du colonel, puisqu'il était colonel à cette époque, Pétain, qui avait reçu le même document. Bonne réaction de sa part, lui qui ne fréquentait pas assidûment la messe d'ailleurs, avait répondu à ce document en mettant le colonel Pétain se rendant à la messe mais étant assis systématiquement au premier rang et ne se retournant jamais pour voir, ne sait pas qui il y avait et donc il ne sait quels officiers de son régiment se rendent à la messe. Et ainsi tout son régiment a pu éviter d'être fiché tout simplement. Seulement ça n'a pas été le cas partout et l'affaire étant ressortie, les quelques militaires catholiques n'avaient pas apprécié mais n'avaient pas non plus une réaction glorieuse ou vertueuse, ils avaient simplement pour éviter de rendre leur épée cassée. Voilà. Ils ne se sont pas attaqués à la hiérarchie qui s'était attaquée à eux. En 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, qui a tué une notion très chrétienne et très européenne, qui est qu'il faut dissocier, même si c'est très lié souvent, qu'il faut dissocier le temporel et le spirituel. Il y a le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Nous avons besoin, dans les pays européens, de deux pouvoirs forts, l'un et de l'autre, puisque le religieux peut inspirer le politique et le politique peut défendre le religieux, tout simplement. C'est lié, mais dissocié. Et puis en plus, tout ce terrain qui a été perdu par l'Église catholique, effectivement, a été récupéré par la franc-maçonnerie, si ce n'est la synagogue aussi avec. C'est aussi l'exclusion de milliers de nos prêtres. Ce n'est pas un sujet sur lequel je suis cadré, donc je ne vais pas non plus le traiter, mais vous pouvez voir que des milliers et des milliers de prêtres ont été exclus de France, exclus de l'enseignement et même de France. Il y a les deux cas. Depuis 1789, c'est débouché et les différentes républiques. La mainmise sur l'enseignement aussi, ce qui est très important pour eux, puisque former l'enfant ou le déformer, si vous préférez, dès la naissance, ça permet de l'orienter. Donc dès 1880,
le 29 mars, ils avaient réussi par obtenir l'élimination des congrégations religieuses qui étaient la Compagnie de Jésus, puisque les jésuites, depuis les derniers siècles, ont vraiment détenu l'enseignement en France. Les 30 congrégations ont été exclues et donc ils ont pu par la suite mettre leur éducation républicaine des Jules Ferry et autres dont nous entendons parler. Maintenant, après l'exemple de la révolution de 1789, l'exemple lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est que en fait la franc-maçonnerie du coup a toujours régné de par 1789 avec l'élaboration des 5 républiques. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, même avec De Gaulle puisque je vais traiter cela, et simplement plus ambigu lors des empires napoléoniens puisqu'il y avait d'une part la dynastie napoléonienne qui se disputait le pouvoir politique avec la franc-maçonnerie qui était au sein même, quoi. Donc c'est peut-être plus complexe, mais il y a seulement durant l'intermède du maréchal Pétain, qui n'a duré que 4-5 ans, que la franc-maçonnerie a été prise de mire et écartée pour redonner tout simplement la place que l'Église avait perdue. Elle est dissoute, la franc-maçonnerie, par la loi du 14 août 1940. Et vous aviez des cadres à l'époque qui étaient chargés de veiller à la reconstitution, puisqu'il ne suffit pas de supprimer simplement le groupe maçonnique, ils vont toujours se reconstituer sous d'autres noms, sous d'autres bannières à côté, etc. C'est humain, on est attaqué, on s'organise à côté, n'importe quelle structure politique ferait la même chose, disons. À moins de se coucher véritablement. Et donc ces cadres, pour les citer, il y avait eu l'amiral Platon, Jacques Ploncart-Dassac et Bernard Faye par exemple, qui sont des personnalités. Pour Bernard Faye et Jacques Ploncart-Dassac, vous pouvez voir sur le net et vous renseigner. Il y a différents livres ou conférences disponibles qui sont intéressantes. Bernard Faye, c'est sur le site des Amis de Saint-François de Sales, vous avez une audiothèque. Et comme il avait tenu une conférence, un cycle de conférences à la Fraternité, il y en a une trentaine sur justement le problème du protestantisme, la franc-maçonnerie, vous avez vraiment tout, le marxisme aussi et d'autres choses. Donc le rétablissement de la franc-maçonnerie après 1945 a été opéré par Charles de Gaulle. Et son élaboration de la 5e République une fois au pouvoir. Pour vous en parler, je citerai Le secret des francs-maçons, c'est le livre de Jacques Ploncart-Dassac. En page 166-167, il est écrit: à quelques jours de distance, le grand maître du Grand Orient, Fred Zeller, et celui de la Grande Loge, Richard Depuis, ait fait quelques confidences à un journal d'un caractère assez particulier et confidentiel, Europe Parlement, destiné à la classe politique. Et un aveu du grand maître du Grand Orient doit d'abord retenir notre attention. Et là je cite Fred Zeller. C'est le général de Gaulle, c'est lui qui nous a rendu force et vigueur, en parlant de la franc-maçonnerie. Et ce Fred Zeller, qui cite de Gaulle, il a dit « Je vais redonner la République à la France, et il n'y a aucune raison pour que je ne lui redonne pas aussi les francs-maçons. » Et effectivement, depuis l'élaboration de la République, comme je l'ai dit, en dehors de la République nationaliste du maréchal Pétain, les autres républiques étaient maçonniques, à commencer par la Troisième République, où là c'était vraiment leur avènement. Et toujours par Fred Zeller, qui dit une chose très intéressante. Donc là il parle sous De Gaulle. Le Grand Orient disposait de 150 affiliés à l'Assemblée nationale et au Sénat, contre 350 sous la Troisième République. Et là il se pose la question, pourquoi cette déperdition ? Parce que l'ordre maçonnique a été dissous, persécuté, déporté, etc. Et cela nous avait infligé, toujours selon le grand maître du Grand Orient, 20 ans de retard. Donc vous voyez comment c'est. D'ailleurs Jacques Ploncart-Dassac le note comme ça. Ainsi, la dissolution de la franc-maçonnerie en 1940 par le gouvernement du maréchal Pétain avait porté un coup sévère à la maçonnerie, ce qui prouve que l'on peut bien briser cet état dans l'état. Et je passe sur l'épuration, dite épuration du général de Gaulle, puisque là aussi il y a des méthodes qui peuvent faire penser à la Révolution dite française, comment ils ont pu éliminer les cadres, créer le bagne de l'épuration, etc. J'ai fait une conférence titrée les méfaits de Gaulle et du gaullisme, qui retrace un peu tout ça, en plus de retracer le personnage bien évidemment.
Et à peine en position de pouvoir, justement à cette épuration, on a pu voir que la franc-maçonnerie s'est directement vengée sur ses cadres en voulant les abattre, comme l'amiral Platon qui a fini, pour ne citer que ce cas, écartelé entre deux tracteurs, dans la région où il habitait, une région rouge en fait, une région communiste. Après le traitement de la franc-maçonnerie au travers de l'histoire de France, on peut le voir par rapport aux réactions des différents papes qu'il y a eu depuis la création de cet ordre. Et c'est aussi l'occasion de voir justement ce qu'est la franc-maçonnerie, puisque les papes de la même manière se sont basés sur les documents d'époque pour élaborer leurs encycliques, leurs déclarations. Et il faut savoir que quand même depuis la création de la franc-maçonnerie, 12 papes ont condamné même sévèrement la franc-maçonnerie. Donc ça a débuté avec Clément XII. Je vous avais dit que Louis XV avait réagi dès 1737, et bien le pape Clément XII dès 1738, le 28 avril, dans sa bulle In Eminenti. La franc-maçonnerie est excommuniée, qu'elle soit déiste ou pas, c'est-à-dire elle peut être aussi athée ou agnostique, de toute manière ce ne sera pas catholique comme ils le veulent, comme nous le voulons, pardon. Et ce qui est écrit, pour ne citer qu'un passage, cette plaquette est trouvable, vous pouvez la voir notamment dans la librairie de la Fraternité, si vous voulez la bulle en entier. Donc voici un paragraphe. Nous avons appris par la renommée publique qu'il se répand au loin chaque jour avec de nombreux progrès certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules nommées francs-maçons, dans laquelle des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable. Réfléchissant donc sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou conventicules, non seulement pour la tranquillité des états temporels, comme quoi la franc-maçonnerie est un état dans l'état, et il l'a remarqué, le pape l'a remarqué lui-même, mais encore pour le salut des âmes, et que par là, elles ne peuvent nullement s'accorder avec des lois civiles et ecclésiastiques. Nous avons conclu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés par notre présente constitution, valable à perpétuité. Donc le pape Clément XII a condamné fermement, et c'est valable à perpétuité pour toujours. Dans les siècles des siècles. Ça a recommencé aussi avec Léon XIII, pour citer une réaction qui est plus connue. Le 20 avril 1884, toujours condamnant la secte, il disait « C'est notre devoir de signaler le péril ». Ou notre devoir en tant que catholique de signaler le péril maçonnique. De dénoncer les adversaires, d'opposer toute la résistance possible à leurs projets et à leur industrie. D'abord pour empêcher la perte éternelle des âmes, dont le salut nous a été confié, puis afin que le royaume de Jésus-Christ que nous sommes chargés de défendre, non seulement demeure debout et dans toute son intégrité, mais fasse par toute la terre de nouveaux progrès, de nouvelles conquêtes. Donc voilà, on voit à partir de lui que c'est un devoir du chrétien de dénoncer ce péril maçonnique pour protéger la société civile, les lois chrétiennes et le règne du Christ roi, toujours pour défendre aussi le salut des âmes. Parce qu'effectivement, si nous laissons le pouvoir politique aux autres, eh bien les autres ne seront pas des chrétiens, voire seront anti-chrétiens. Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des lois de perversion, apologie de la drogue, les trucs de, comment ça s'appelle, les salles de shoot, etc. etc. Si les lois le pouvoir politique n'est pas chrétien, il risque d'être anti-chrétien de toute manière. Et autre donnée dans cette encyclique, c'est qu'il définit la franc-maçonnerie comme le royaume de Satan, condamné car rationaliste, relativiste, déiste, naturaliste, ce dont j'avais parlé précédemment. Naturaliste, pour la critique papale, très souvent, c'est de dire qu'il refuse toute surnature. Le naturaliste est uniquement dans la nature et le naturel. Donc c'est ceci que ça veut dire, et surtout il interdit à tout catholique de s'affilier aux loges. En tant que catholique, nous n'avons pas le droit d'être initié en maçonnerie sous peine d'être excommunié et privé de communion. Je ne vais pas le citer, mais si vous vous procurez l'encyclique Humanum Genus, vous avez la déclaration mot à mot. Après le Concile Vatican II, il y a eu ce problème que les papes, vis-à-vis de la question maçonnique, sont tous morts en état de non-hostilité avec la franc-maçonnerie. Jean XXIII et Paul VI, c'était les premiers.
Ce n'est pas parfait, mais il reste un minimum un héritage, puisqu'il a toujours les documents catholiques. On peut retrouver ce genre de déclaration, par exemple, où le cardinal Ratzinger, donc futur Benoît XVI, lors de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, 26 novembre 1983, rappelait, je cite, l'incompatibilité entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et à l'Église. Donc elle n'est plus vraiment condamnée, juste il rappelle l'incompatibilité, mais ce qui rappelle toujours la lettre de Clément XII avec sa bulle Eminenti, qui rappelait lui aussi, mot à mot, l'incompatibilité de cette secte et du caractère chrétien. Bon, alors on voit quand même un minimum d'héritage à travers les papes modernistes. Pareil pour François Ier, je l'ai entendu lors de son avion du retour au Brésil pour Rome. Il déclarait ceci à propos là des lobbies, donc des coteries, pour employer un mot plus français. Les coteries politiques, il disait « Le problème est de faire des lobbies. Cette tendance de lobby politique de personnes avares, le lobby des francs-maçons, c'est ça le problème le plus important. » Vous voyez, c'est beaucoup moins sévère, mais toujours considéré comme un problème malgré tout. Et si vous voulez vous renseigner encore plus sur la réaction des papes, vous avez le site Spiritualité chrétienne, il y a un petit tiret, spiritualitéchrétienne.com. Vous avez les enseignements pontificaux sur la franc-maçonnerie, et là vraiment ils ont retracé chacun des textes de chacun des papes. Donc les solutions pour pouvoir lutter contre la franc-maçonnerie. Je citerai ce qui a été proposé par Arnaud de Lassus, c'est l'action familiale et scolaire, l'AFS. Dans son livre Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie, il disait, bon, première solution, il y a la prière, et dans l'encyclique Humanum Genus d'ailleurs, il y a des prières bien spécifiques qui sont données, pas seulement, puisque évidemment, on ne va pas se mettre à demander à Dieu des choses qu'on n'est pas capable de faire ou dont on n'a pas le courage de faire, il faut savoir agir. Et puis je citerai Sainte Thérèse de Lisieux qui disait tout de même qu'il fallait prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Donc deuxième point, tout simplement étudier le sujet, il faut savoir se former et connaître l'adversaire, qu'est-ce qui le constitue, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est philosophiquement et autres. Et après avoir étudié le sujet et savoir les choses, tout simplement transmettre. On n'a pas 36 000 solutions. La discussion, c'est déjà pas mal d'informer tout un chacun. Partout. Bon, sur le lieu de travail, il ne faut pas non plus se causer trop de problèmes, faites attention, mais sortie de l'église, sur le parvis, les dîners en ville ou en famille, je sais pas, d'essayer d'informer les gens, et troisième point, de s'engager dans l'action. Toujours par la discussion, les conférences, les livres, recommander les bons livres et autres. Et sur la nécessité d'agir, ou plutôt le manque de réaction, je vous citerai Saint Pie X qui, lors de son allocution Visum Grato, le 13 décembre 1908, déclarait « De nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. » Donc vous voyez comme le pape était relativement dur à l'égard des fidèles, mais non sans cause, puisque si on ne réagit pas, on n'est pas un acteur direct, mais indirect, c'est-à-dire qu'on se fait complice des mauvaises actions, on se fait complice du mal, tout simplement. Et le pape a engagé les fidèles à défendre les lois chrétiennes qui défendent le royaume du Christ sur terre. Agir en tant que chrétien, mais puisque nous sommes français aussi en tant que français, et c'est vrai que les Français donnent pas mal de fil à retordre à ces braves mondialistes, les mettent un peu la bave aux lèvres, contrairement à d'autres. Sur la question religieuse, vous avez eu la réaction de Monseigneur Lefebvre, qui bien sûr est une œuvre de Dieu, mais puisque né en France, on pourrait dire entre guillemets une œuvre française, et qui a réagi face au modernisme de l'Église romaine pour conserver la tradition. Deuxième chose, il y a eu aussi la réaction du printemps français et ceux qui tournent autour avec Civitas, milieu catholique de tradition et nationaliste, contre la dénaturation du mariage. La dénaturation du mariage qui avait été de toute manière déjà dénaturée au XIXe siècle avec la loi sur le divorce d'Alfred Naquet, puisque le mariage
c'est unir un homme et une femme devant Dieu et pour la vie. Donc la notion de divorce déjà tue cette notion. Donc le mariage homosexuel vient se greffer à ce problème et détruire un peu plus la signification. Mais c'est une réaction donc, du printemps français qui influence le monde. La France, en bien comme en mal, la révolution de 1789, influence systématiquement le monde, et on peut voir même à Taïwan ou dans je ne sais quel pays lointain ou plus proche comme l'Italie, des réactions du même type, pas le copier sur le printemps français. Les Français sont très forts pour faire réagir, pour innover, disons, et qui constitue, même si c'est beaucoup plus doux que mai 68, vraiment un mai 68 à l'envers. Toute la jeunesse, vous m'excuserez de ce mot, la jeunesse pourrie de mai 68, et bien là, nous allons dans le sens contraire, où même à l'école républicaine, vous voyez de plus en plus d'enfants de Français qui viennent avec la médaille de la Vierge Marie autour du cou, par exemple. Donc vous avez un mai 68 à l'envers qui se constitue doucement, même s'il manque les cadres politiques, puisque, pour donner l'exemple de mai 68, il y avait directement les trotskistes, avec Cohn-Bendit et la quinzaine d'autres juifs trotskistes qui l'entouraient pour pouvoir encadrer ces révoltes populaires, je ne vais pas dire populaires, mais révoltes étudiantes, voilà. Donc il faut toujours une révolte et des cadres qui permettent d'appuyer la chose, ce qu'en mai 68, eux, ils avaient eu. Et pour tracer un lien clair aussi entre ces mondialistes, la Kabbale, la franc-maçonnerie, nous pouvons citer David Rockefeller, qui est d'origine française à la base. Son nom de famille c'est de Rockefeller, et sa famille a immigré aux États-Unis. Par contre, je ne me souviens plus exactement de la date. Et c'est une famille protestante à la base, mais ensuite initiée en loge. Pour revenir au Troisième Reich, il avait tenté de mettre la main sur ce régime, puisque l'eugénisme, qui est une philosophie euthanasique, d'épuration de race, etc., était né en Angleterre, mais c'est aussi le même promoteur, c'est David Rockefeller et la famille Rockefeller. Donc eux aussi, ils ont financé le Troisième Reich et qui a donné lieu à cette politique qui a eu lieu. David Rockefeller, qui est très connu puisqu'il passait à la télévision dans les années 60-70. Si vous allez sur ina.fr, qui est un site de vidéos historiques datant du XXe siècle, vous pouvez le retrouver en train de parader et faire évidemment sa propagande de nouvel ordre mondial, de finances mondiales, etc. Donc dans ses mémoires, il écrivait en page 405, je le cite, « Depuis plus d'un siècle, les extrémistes idéologiques, donc là vous comprenez nous, les nationalistes, enfin que les extrémistes idéologiques, à chaque extrémité du spectre politique. » Donc c'est vrai que même à l'extrême gauche, entre guillemets, il y a eu des gens qui ont pu dénoncer leurs agissements, Georges Sorel, etc. Se sont saisis d'incidents très médiatisés pour attaquer la famille Rockefeller et l'influence démesurée qu'ils prétendent que nous exerçons sur les institutions politiques et économiques américaines. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, agissant contre les grands intérêts des États-Unis, et ils nous représentent, ma famille et moi, comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde si vous préférez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. J'aurais même pu rajouter la queue à la limite derrière. Donc vous voyez, comme quoi, ce dont on l'accuse, c'est vrai, puisqu'il plaide coupable et il en est fier. Tout ce qu'il a cité précédemment, il fait partie d'une cabale secrète, conspirant avec les capitalistes pour un gouvernement mondial. C'est faramineux. Vous avez tout dans sa déclaration. Donc on va arriver en fin de conférence. Si je l'ai donné, c'est évidemment pour vous engager à l'action, pour vous engager à vous former, pour connaître l'ennemi et savoir quel est son projet final, qui nous est évidemment hostile, et faire en sorte évidemment que certains nous rejoignent. Par exemple avec nos travaux, et on peut le voir à travers les correspondants que nous avons, moi et M. Pont-Cardessac, c'est que vous avez même des gens, fils de francs-maçons des fois, ou qui ont entendu dans leur milieu parler de la franc-maçonnerie, mais qui sont tombés sur un de ces livres ou une de nos conférences, et qui finalement nous envoient un courriel pour dire « Merci, grâce à vous, je ne rejoindrai pas cette structure pour le moins douteuse ». Donc vous voyez comme c'est
c'est quelque chose de positif. Les travaux que je vous conseillerais, puisqu'il faut quand même orienter vers certaines choses, évidemment les encycliques que j'ai citées, tout simplement, ça aide pas mal. Pour la citation des papes contre la franc-maçonnerie, vous avez cette plaquette de Georges Virbeau, c'est un pseudonyme, en fait c'est Henri Coston qui l'a écrite. Là c'est à la librairie Duquesne, sur Paris, elle est trouvable. Et vraiment la base solide, moi c'est avec la maçonnerie de Philippe Loncard-Dassac que je me suis formé là-dessus, qui retrace comme cette conférence mais en beaucoup plus complet chacun des détails, philosophie, structure, organisation, l'histoire de la franc-maçonnerie, etc., etc. D'ailleurs ma conférence est en partie basée sur ce livre, sur l'origine historique, l'action de Louis XV, l'initiation de Louis XVI, les massacres de Vendée, la réaction du maréchal Pétain, le rétablissement par De Gaulle. Général de Gaulle, d'ailleurs c'est faux, il n'a jamais été général, j'aurais pu en traiter au moment où j'en parlais. Il a été destitué en 1940 de ce grade de général pour avoir déserté en fait, puisqu'on l'avait envoyé contre les Allemands et il a fui le théâtre des opérations. Et c'était le président de la Troisième République d'alors qui, lors du journal officiel, l'a destitué officiellement. C'était Paul Reynaud, je crois, ou Raymond Barra, je sais plus. Voilà, donc que cette conférence vous sert à prendre conscience du péril maçonnique, faire en sorte que vous transmettez, et je terminerai sur cette conférence sur une notion, symbolique, un cas architectural que vous pouvez trouver dans Paris. Vous avez la Tour Eiffel qui a été fondée en 1889, c'est-à-dire pour le centenaire de la Révolution, donc qui tombe pile avec 1789, d'ailleurs par Monsieur Eiffel qui lui-même était franc-maçon. Et là, c'est une citation de Arnaud de Lassus qui terminait son livre comme ça. Deux monuments hautement symboliques dominent Paris, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur de Montmartre. Ils témoignent du combat de deux étendards, celui de Satan et du Christ roi. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions avant d'aller manger, n'hésitez pas. Sur un sujet ou un autre. S'il y a besoin d'éclaircir un point. L'initiation du roi, Louis XVI. Comment il peut être initié alors bon, c'est un catholique, un roi catholique avec un testament catholique à la fin quand même. Oui, je sais bien. C'est ça quand on est dans les bas grades de la franc-maçonnerie. Il y a toujours, de tout temps, il y a dû avoir quelques catholiques qui ont été trompés par la notion mondaine ou autre, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas lucifériens comme peut l'être David Rockefeller, tout simplement. Voilà. Pour eux, c'est une structure de fait et ils se sont fait avoir par la chose. Mais quand même, il était imprégné de la philosophie de Rousseau et d'autres, quoi. Parce que c'était l'ambiance de l'époque. Il commençait à prendre le pouvoir. Ça a été, comme je l'ai dit, une révolution intellectuelle qui prépare la mentalité des gens finalement, et même des quelques souverains qui se sont fait avoir par ces idées. Et puis ils ont pu agir jusqu'à l'élimination du roi. Mais oui, contrairement à Louis XV, il n'a pas réagi contre la franc-maçonnerie. En fait, la monarchie était faiblissante à cette époque. Elle ne savait plus se défendre, tout simplement. Mais oui, vous avez tout dans la maçonnerie. Au début, vous nous avez donné la date de la formation officielle, donc en 1717, c'est ça. Mais est-ce qu'on n'a pas des dates un peu plus antérieures? Encore plus antérieures. Après, c'est la Société alchimique des Rosicruciens que j'ai citée, donc c'était déjà de la gnose, l'alchimie qui revendiquait, mais je connais moins ces sujets honnêtement, et c'était en fait beaucoup moins constitué et établi. C'est aussi 1717 parce que c'est une création officielle et c'est à partir de ce moment-là où ils ont pu être bien organisés, avoir de grands effectifs. Mais effectivement, ça existait avant. Et si l'héritage qui prétend revendiquer est vrai comme les Templiers, ils peuvent trouver des sources encore plus lointaines si on veut chercher. Oui, sur les Templiers, j'ai vu que comme c'était une organisation très secrète, les Templiers, quand Philippe le Bel les a abolis là, ils sont partis dans des sociétés secrètes justement pour rester dans... Ah oui, visiblement c'est officiel, oui, effectivement, c'était un ordre du Temple qui avait dévié.
Un peu comme la franc-maçonnerie constitue un État dans l'État, puisque leur croisade les ont enrichi, ce qui fait qu'ils prenaient de la place sur le pouvoir royal, ce que Philippe le Bel n'a pas spécialement apprécié. Et puisque l'élément religieux était déviant, bon voilà, c'était l'occasion de les éliminer, pour de bon. Quelle est l'actualité du printemps français? Puisque vous en avez parlé un petit peu. Bah maintenant, c'est un peu... À l'eau ou oh non, ça continue? Bah en fait, ils existent toujours, mais c'est un peu nébuleuse. C'est un peu une nébuleuse, on sait pas trop d'où ça vient. Donc il y a quelques cas. Ils sont cas. toujours agissants? Oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, très certainement. Les manifestations, en général, ils sont toujours derrière. On a toujours un qui permet le contact, d'annoncer l'événement. Oui. Mais plus caché. Plus caché, puisqu'il y a une répression quand même des pouvoirs politiques actuellement socialo-marxistes qui a dissous, après l'affaire Méric, troisième voie, les GNR qui étaient directement liés, puisqu'un de leurs membres l'avait tué, c'est pas un assassinat, hein, mais il l'avait tué en voulant se défendre. Et dans la foulée, ils en ont profité pour dissoudre l'œuvre française et les jeunesses nationalistes, qui n'avaient absolument rien à voir, mais comme c'est la structure qui gêne le plus le pouvoir politique, ils ont pris de mire. Et comme, selon les déclarations de Manuel Valls, ils se sont dit, nous allons ensuite vérifier ce que l'on peut faire à l'encontre du renouveau français et du printemps français. Bon, depuis, je pense qu'ils se cachent un peu plus. Ça, c'est moins officiel. Hein. Mais ils sont toujours là, ils n'ont pas été dissous dans l'acide. Tu as parlé en gros dans les degrés 31 à 33 des actes sataniques. Donc ça inclut tout ce qui est pédophilie, etc. Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots? Oui, pour le cas de l'Ordo Templis Orientis, là. Oui, là c'est vraiment loge maçonnique, homosexuelle philosophique carrément, et puis même pédocriminelle, etc. Oui. On s'entend bien aussi, pédophilie ça n'existe pas, c'est un mot psychologique bien gentil, quoi, qui aime les enfants, oui, super, moi aussi j'aime bien les enfants, mais je vais pas jusque là, oui. Et donc c'est vraiment pédocriminel, c'est une notion criminelle, mais ça inclut ces événements, oui. Et les messes noires dont on pourrait entendre parler, il y a quand même eu pas mal de réactions, même des pouvoirs officiels, médiatiques et autres. Hein. Les années 80-90, vous avez des documentaires, même Carl Zero en avait sorti un sur ces enfants qui avaient subi ces milieux-là. Oui. Donc c'est évidemment officiel, ça existe. Ça existe. Quand on écoute l'enfant qui décrit mot à mot ses perversions, etc. Et quelques psychologues malins ont beau dire que c'est l'imagination des enfants, non, dans les dessins animés on n'entend pas une imagination qui va jusque-là. Donc oui, réseau pédocriminel, c'est maintenu de toute manière dès que... Marc Dutroux par exemple se casse, c'est qu'un rabatteur de chair. Ils ont réussi à le choper pour pouvoir protéger ce qu'il y a derrière, mais les dossiers judiciaires aussi sont arrêtés par la franc-maçonnerie qui... les notions d'avocat, le droit, ça les a tout de suite intéressés, donc ils ont pris la place. Mais vous avez des gens qui en sont morts, oui. Les brigades anti-pédocriminelles, et ça c'est un sujet assez chaud. Mais vous pouvez vous renseigner. Des tas de documentaires sur internet qui étaient passés à la télévision à l'époque. À la limite c'est l'objet d'une conférence, hein, ça aussi c'est complet. Mais ouais. Avec un cœur bien fort pour pouvoir tenir. Question? On s'arrête là. Jérémy? Non, mais moi, c'est bon. Tout est limpide. T'étais déjà au courant. Non, mais on apprend des choses intéressantes. Oui, il y a toujours une petite notion qui nous échappe ou que l'on a oublié. C'est toujours bien d'avoir un rappel. Oui. Non, mais quand on l'a rejoint, ils ont une emprise sur nous. Parce que vous parlez des gens qui l'ont quitté, mais est-ce qu'ils ont vraiment réussi à s'en détacher? Est-ce qu'il n'y a pas eu des conséquences sur eux, sur leur vie? Oui, c'est possible, oui. C'est la question qu'on se pose avec Emmanuel Rassier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus ou moins de nos milieux, le camp national. Il dit l'avoir quitté, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, il doit toujours avoir des liens ou les amis qui s'étaient fait en loge. Certainement, puisqu'il a quand même dans sa lettre d'information des données que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il dénonce très bien les coteries politiques, qu'elles soient maçonniques ou juives par exemple, toujours en détail journalistique, hein, il ne met jamais un commentaire personnel, c'est très factuel.
Mais du coup, vraiment des données que seul lui trouve, on se demande s'il n'a pas des liens avec des renseignements généraux ou autres qu'il a pu avoir depuis ses accointances en loge. Parce qu'une fois qu'on a été dedans, qu'on se rend compte de ce que c'est, après c'est quand même difficile psychologiquement de dénoncer parce qu'on oui, c'est quand même ce qui est arrivé à... J'ai cité Joseph de Maistre et aussi copain Alban de Selly par exemple. J'ai pas tous les noms en tête, mais il y a pas mal de cas. Philippe Égalité aussi, celui qui avait voté la mort du roi, un membre de sa famille. Pareil, on peut trouver de nombreux cas comme ça de gens qui ont quitté et dénoncé.